Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Critflix. On se rejoint encore une fois cette semaine pour vous donner des news, vous parler d'un gros sujet et ensuite passer sur une chronique télévision pour vous donner les audiences, le programme et puis quelques news en ce qui concerne le petit écran. Bonjour David, comment vas-tu ? Je vais très bien, j'ai plein de choses à vous dire et j'ai déjà hâte du sujet principal. Vous allez voir, je pense qu'il y a matière à parler. Avec carrément, puisque pour une fois, en plus de ta chronique télévision, le sujet principal c'est toi qui vas en être le maître, puisque tu vas nous parler du programme du week-end de Pâques, ce programme si cher à la télévision qui est très très important pour les audiences, mais on y reviendra dans quelques minutes. C'est parti, on passe tout de suite aux news. On est parti pour les news et je vais commencer avec la sortie, le départ de Lisa Nishimura de Netflix et ça marque la fin d'une ère pour le service de streaming puisque Lisa Nishimura était là depuis 15 ans et elle était la directrice de la partie film d'auteur de Netflix et ça montre véritablement, c'est un signal pour l'ère la plus réfléchie et la plus axée sur le goût qui est en train d'être chassé, c'est ce qu'a dit le Hollywood Reporter il y a quelques jours puisque voilà, on le sait, hein, Netflix passe dans une ère un petit peu plus austère. Ils n'ont toujours pas de bénéfices, de rentrée de bénéfices, et les actionnaires commencent à être un petit peu inquiets, ils sont obligés de faire des coupes de budget, et ça passe forcément par la culture. Donc ils gardent leur pôle film d'action et films blockbuster, il y a toujours des achats de films soit sur scénario, soit de films de catalogue, mais par contre tout ce qui va être film d'auteur, la directrice a été remerciée, et donc cette partie-là sera rattachée à une partie plus générale de Netflix. C'est une petite news, mais je trouvais ça important parce que c'est quand même grâce à elle qu'en 2017, ils ont pu gagner l'Oscar avec Icarus, l'Oscar du meilleur documentaire. Ils ont pu revenir avec Chef's Table, Making a Murderer, des choses comme ça, ou encore Tiger King. C'est elle qui a décidé de ce genre de documentaire qui a eu énormément de succès sur la plateforme, mais qui malheureusement a un coût. Et ce coût-là, Netflix veut s'en séparer. Donc voilà, j'ai trouvé ça important d'en parler pour montrer encore une fois que Netflix est en train de changer et que c'est pas forcément pour le meilleur, avec toujours cette augmentation de prix qui est arrivée il y a quelques mois et qui devient véritablement incompréhensible de garder un forfait Netflix avec ce qui est prévu au programme. Je pense que là, on est encore face à la preuve de la fin de l'âge d'or des plateformes. Hein. Complètement. On le disait, Disney+, vraiment stagne, pédale et peine à gagner des nouveaux abonnés. Et franchement, les retours que j'ai de proches qui ont Disney+, et qui se demandent vraiment s'ils vont conserver leur abonnement parce qu'il y a vraiment très peu de nouveautés ou très peu de choses intéressantes. Et Netflix, où c'était l'opulence, hein, on en avait parlé il y a quelques temps dans une émission, qui se mit à annuler plein de séries. Et là, annuler quand même le programme film d'auteur, enfin en tout cas... c'est un peu ce qui risque de se passer avec le départ de cette personne emblématique. C'est vraiment très dommage parce que je trouve que un truc bête, mais par exemple j'ai regardé Red Notice il y a quelques temps, j'ai trouvé ça assez bof, pour ne pas dire pas bon, plus que moyen. Mais je pense que il y a quelque chose qu'on peut pas enlever au film, c'est que les effets spéciaux étaient plutôt réussis, c'était spectaculaire. Mais ça, c'est quelque chose que le film aurait eu à son crédit beaucoup plus s'il avait été en salle, sur grand écran. On a vraiment une déperdition à ce niveau-là. J'ai trouvé Adam à travers le temps assez sympa. Et ben j'aurais adoré le voir sur grand écran. Complètement. Mais maintenant, les films d'auteur, au contraire, on est les premiers à dire que c'est chouette de les voir au cinéma, mais que ça passe mieux sur une télé quand c'est des films un peu plus intimistes, Oui. avec une réalisation plus soignée, plus léchée, mais sans effets spéciaux. Et là, en fait, pour moi, il se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que c'est du cinéma qui est peut-être un petit peu plus accessible via Netflix et qui finalement va plus l'être. Et ça montre la fin de l'opulence. Oui, on voit des films comme Piece of a Woman qui était sorti il y a quelques temps, Power of the Dog, qui sont des films d'auteur, qui ont coûté une certaine somme d'argent, mais qui par contre ont rapporté de la notoriété à Netflix. Je me suis inscrit sur Netflix et je suis resté abonné pour ces films-là à l'époque, parce que moi je cherchais du film d'auteur, on n'avait pas forcément accès au cinéma, par un problème de moyens ou encore une fois pendant le confinement. Maintenant que ce confinement est terminé, c'est vrai que on aimerait un équilibre entre les plateformes, entre ce qui est film d'auteur et film d'action, et là pour l'instant on ne l'obtient pas, puisqu'à chaque fois il y a des coupes dans les budgets et dans les sections de ces agences-là pour voilà, détruire cet équilibre entre films d'auteur et blockbuster. Donc c'est un peu dommage, effectivement. Affaire à suivre, mais en tout cas on voit qu'effectivement c'est la fin de l'opulence encore une fois, Ouais. et que je serais très curieux, et on vous racontera ça si on est encore en train de faire ce podcast, que j'espère dans quelques années, mais l'avenir des plateformes dans 5 à 10 ans, pour moi, il est relativement incertain. Évidemment que les plus grandes sont sans doute encore là, mais qu'est-ce que ça va devenir ? Et on sera plus du tout sur le même modèle économique, à mon avis, que celui qu'on connaît maintenant. Complètement. Surtout qu'on voit qu'Apple TV+, par exemple, est encore sur la pente montante. Ouais. Vous l'entendrez peut-être la semaine prochaine, puisque j'ai pu interviewer quelqu'un qui pourra nous en parler. On a également le Killing of the Flower Moon, le prochain Scorsese, qui s'est présenté à Cannes. Apple TV a eu des contrats aux États-Unis
pour présenter le film dans certains cinémas, et en France, ils ont décidé de se séparer, enfin d'obéir à la chronologie des médias, donc ils n'auront pas le film tout de suite sur la plateforme, mais le film sera quand même présenté à Cannes, et donc ça, c'est quand même extraordinaire de voir que les plateformes font le sacrifice de leur plateforme pour pouvoir présenter un film au cinéma quand il est important. Je trouve ça important d'en parler en tout cas. On reste dans le cinéma, tu vas nous parler d'une rumeur, d'un on-dit pour un prochain Spider-Man, ou alors est-ce que c'est sûr ? Alors, est-ce que vous connaissez Thomas Haden Church ? Je pense que son nom ne vous dit rien. Pourtant, si vous aimez les films de super-héros, vous l'avez vu en 2007 dans Spider-Man 3 de Sam Raimi sous les traits de l'Homme Sable. La particularité de ce personnage, c'est qu'il a été de retour dans Spider-Man No Way Home. Il faisait partie du cortège de méchants auquel les Peter Parker, je pense qu'on peut le dire maintenant, c'est plus trop du spoil, ont dû faire face. Et il se trouve qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est que il n'a pas été là physiquement sur le tournage, puisqu'ils ont utilisé en fait des images d'archives de Spider-Man 3 pour le mettre dans le film. Mais il se trouve qu'une intrigue était prévue avec lui, il a été contacté par les équipes de Sony, et il aurait dû apparaître dans le film. Vraiment, il y avait toute une intrigue qui était présentée autour de sa fille, Penny, dans le film, qui était jouée par Perla Anne Jardine dans Spider-Man 3. Et il y avait toute une intrigue autour de lui, qui finalement a été supprimé parce que l'acteur dit lui-même que Spider-Man No Way Home avait déjà énormément de choses à dire. Il faut rappeler que le film était déjà assez long. Donc finalement, ça a été supprimé. Mais visiblement, l'idée ne serait pas totalement tombée à l'eau, puisque l'Homme Sable, enfin son interprète en tout cas, est actuellement en discussion avec la productrice Amy Pascal et Kevin Feige, le big boss du MCU, qui aimerait bien le faire revenir dans un rôle. Alors il dit lui-même, on a beaucoup discuté. Des réflexions ont eu lieu sur la possibilité que le personnage reviennent dans une future itération. Il a été question de reprendre le rôle, mais avec une histoire beaucoup plus aboutie que dans Spider-Man 3, qui ne soit plus seulement l'Homme Sable, mais qu'il retrouve également sa forme humaine pour entraîner une sorte de dualité. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il dit pourquoi pas revenir dans un film Spider-Man, voire même il y aurait des discussions carrément sur un spin-off qui pourrait lui être consacré, ce qui pourrait être un peu surprenant, parce que c'est pas le personnage le plus emblématique du MCU. Mais voilà, c'est une information que je trouvais intéressante, parce qu'effectivement, on revient à un personnage qu'on a vu il y a très longtemps dans un rôle secondaire et qui finalement pourrait revenir, mais comme c'est le cas, je crois qu'on a vu récemment dans un extrait d'un futur Marvel, un personnage qu'on n'avait pas revu depuis l'Incroyable Hulk en 2008, exact, qui va revenir, je sais plus, je crois que c'est dans le futur Captain America, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, comme quoi, chez Marvel, on continue à un petit peu entretenir ce multivers à outrance, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un personnage qui n'avait pas forcément beaucoup marqué les gens, mais moi je serais assez curieux justement de le creuser un petit peu, parce que dans les comics, l'Homme Sable est vraiment très très intéressant, je trouve, comme personnage. Complètement, et puis voir que il y a la modernité qui est arrivée aussi, puisque Sam Raimi est à son 3e opus, on sait voilà la réputation qu'a cet opus-là, on l'aime ou on l'aime pas, donc c'est vrai que ça serait sympathique de le voir revenir, travailler avec Kevin Feige et les scénaristes de Marvel et du MCU pour avoir quelque chose un petit peu plus, comme tu disais, un duel en fait entre lui et ce qu'il est en tant qu'Homme Sable. Donc ça peut être vraiment un combat intéressant et puis un film intéressant. Ce qui est plus particulier, c'est d'entendre Kevin Feige parler de Spider-Man. C'est quand même la première fois depuis No Way Home qu'il a enfin les droits de parler de Spider-Man et de refaire parler de Spider-Man à travers le MCU, puisqu'on le rappelle, c'était Sony avant qui avait les droits jusqu'à la fin du dernier épisode de la trilogie de Spider-Man avec Tom Holland. Donc là, c'est vrai que maintenant, Sony n'a plus que les droits sur les méchants de Sony, certains méchants, en plus pas tous, donc ça devient de plus en plus compliqué aussi de ce côté-là. Évidemment. Affaire à suivre, en tout cas, ça me paraissait assez intéressant. C'est une petite news, mais qui pourrait peut-être, on va dire, devenir quelque chose de plus grand dans le futur, donc à suivre. Complètement. De toute façon, ça tombe bien que nos news soient courtes parce qu'on a un gros sujet. Il faut qu'on vous en parle. On vous en a déjà parlé pour les plus assidus d'entre vous. En 2021. On en a parlé en 2021 lors d'un live, il me semble, sur Twitch. Donc, on vous en reparle maintenant parce que c'est très important. C'est le programme du week-end de Pâques. Voilà, Pâques, c'est ce week-end. Alors, déjà, Pâques, c'est un peu particulier parce que c'est jamais à la même date. Ça n'a rien à voir avec le cinéma et la télé. Là, ce que je vous parle, c'est plus de l'histoire ou de la géo. Mais Pâques, contrairement à Noël, qui est toujours le 25 décembre, c'est une date un petit peu qui peut se trouver entre le 21 mars et le 25 avril. Alors, j'allais dire, c'est simple, si vous voulez calculer la date, prenez un calendrier, mais en fait, c'est tout bon. Vous regardez, c'est tout bête, vous voyez la date, c'est marqué dessus. Mais Pâques, si vous vous êtes déjà demandé comment était calculée la date de Pâques, vous prenez la date du 21 mars, date du printemps, vous cherchez la première pleine lune qui suit,
et c'est le dimanche de la première pleine lune qui suit. Je savais pas du tout. C'est une date, c'est pour ça que Pâques, ça fluctue tout le temps. Cette année, Pâques, ce sera le dimanche 9 avril, l'année prochaine, ce sera le 31 mars. L'année dernière, c'était fin avril. Donc ça peut toujours osciller entre les deux, parce que c'est la première pleine lune, le premier dimanche qui suit la première pleine lune, qui suit le 21 mars. Mais ça a une particularité, c'est que c'est une date où tout le monde, en général, est en congé, ou presque. Je regarde David avec amitié parce que je sais que voilà, dans les cinémas, on travaille même les jours fériés. Mais le dimanche de Pâques, effectivement, c'est une date qui a donc la particularité que le lendemain soit férié. Et on est encore dans ce début de printemps, puisque bon, Pâques, voilà, par principe, vu que c'est à partir de fin mars, c'est au printemps, mais on est encore dans des habitudes où les gens sont devant la télé. Et en fait, c'est une date à énorme enjeu publicitaire pour les chaînes de télé, puisque, je vais vous faire un petit récapitulatif, mais tous les ans, c'est l'un des dimanches, voire le dimanche, qui fait le plus d'audience, où le cinéma fait le plus d'audience à la télé. Donc, traditionnellement, c'est le dimanche où les chaînes sortent l'artillerie lourde pour pouvoir vraiment diffuser un gros film, parce que l'avantage, c'est que les enfants, les collégiens, les lycéens et la plupart des parents ne travaillent pas le lendemain. Eh oui. D'ailleurs, nous, on peut le dire, dans notre cinéma, le dimanche soir, c'est la case arrêt-essai, et le soir du dimanche de Pâques, tous les ans, on enlève un film arrêt-essai pour mettre un film à grand spectacle, et c'est toujours avec succès, parce que voilà, c'est une date, on va dire, fixe. C'est pas comme les vacances scolaires où les enfants sont en vacances et où les parents travaillent. C'est une date, on va dire, voilà, où pratiquement tout le monde est en congé. Et on peut prévoir ses sorties à l'avance, puisqu'on sait de toute façon longtemps à l'avance qu'on sera en congé ce jour-là. Voilà, exactement. On sait longtemps à l'avance qu'on est en congé ce jour-là. Alors vous allez me dire, mais oui, mais Noël c'est encore mieux, parce que Noël c'est en plein hiver, donc les gens sortent encore moins. Parce que c'est ce que j'allais dire avec Pâques, c'est que c'est pas encore la date des barbecues ou des sorties, des festivals l'été, hein, effectivement. C'est vrai, parce que les jours fériés l'été, ça marche beaucoup moins à la télé, parce que beaucoup de gens sont dehors après manger le prime time. Ça fait en moyenne 1 à 2 millions de téléspectateurs de moins l'été que l'hiver. Eh bah oui. Mais Pâques, c'est encore une période charnière, c'est pas encore tout à fait le cas. Et alors pourquoi pas Noël ? Eh bien tout simplement parce que Noël, c'est les repas de famille. Certes, Pâques, c'est une fête très familiale où les gens ont tendance à manger ensemble, mais on va dire Noël, ça s'étire. Ouais. En général, ça commence le 24 au soir, le 25 midi, ça se prolonge le 25 le soir, et puis surtout, à Noël, les enfants, ils ont eu la nouvelle console de jeu, ils ont eu les nouveaux jouets, ils ont les nouveaux jeux de société, ils vont pas se poser en général devant la télé le soir de 25 décembre, ils vont plutôt vouloir profiter de leurs jouets. Alors que le soir de Pâques, ils peuvent manger leur chocolat tranquillement devant la télé. Je vous dis ça parce que tous les ans, vraiment, les chaînes sortent l'artillerie lourde, et je vais vous faire un petit historique rapidement. Puisqu'on avait remarqué, en préparant l'émission de 2021, si jamais vous avez l'occasion de la réécouter, j'étais remonté jusqu'à Pâques 2016, donc là on est en 2023, je vais vous faire un petit récapitulatif depuis 2018, où on avait remarqué en préparant cette émission à l'époque que c'est toujours le même schéma. TF1 propose un blockbuster ce soir-là. France 2, un film français qui date un petit peu, un grand classique humoristique du cinéma français, et M6, des programmes sans traditionnelle zone interdite et capitale pour proposer un Disney, puisqu'il faut rappeler que c'est M6 qui a le droit des films Disney. Alors, je parle Disney, Walt Disney Studios et Pixar, hein, donc Disney animation et live action, puisqu'il y a aussi les films Disney en live action. Pour vous donner quelques chiffres, Pâques 2018, c'était le 1er avril, donc ça va ressembler à Pâques l'année prochaine, il sera le 31 mars. On a vu Les Profs 2 sur TF1, leader de la soirée. Alors c'était pas un blockbuster à proprement dit, mais c'était sa première diffusion. Ouais. À chaque fois que je vais vous parler, là, ça va quasiment être que de l'inédit. Hein. Et il avait fait à l'époque 5,3 millions. Ah oui. Ce qui est énorme. Hein. En général, quand on vous parle des audiences du dimanche. 3 millions. Ouais, 3 millions, 4 millions. Le record pour cette année, c'est Alibi.com, qui est passé il y a quelques temps à 5,1 millions, et là 5,3 millions. Deuxième place, c'était Vice Versa sur M6, qui avait fait 3,1 millions. Donc pour M6, il devait être content. Ah ouais, c'est vraiment énorme. Et Papy fait de la résistance, 2,8 millions. Les fameux films sur de France patrimoine. 2, donc fameux film de patrimoine en face. Pâques 2019, et là c'est France 2 en tête, avec La Grande Vadrouille, 4,7 millions pour France 2. Pour La Grande Vadrouille, quoi, je veux dire, c'est comme... Autant vous dire qu'on était content chez France 2. TF1, c'était la première diffusion de Captain America Civil War, puisqu'on était pile 3 ans après sa sortie à l'époque. Rappelons que la chronologie des médias, c'était 36 mois. Et il avait fait 3,6 millions, ce qui était pas mal du tout. Et Le Livre de la Jungle live action, 2,8 millions. Sur M6, donc là aussi c'est beaucoup plus que ce que font Zone Interdite et Capital. En 2020, il y a quelque chose qui est arrivé qui s'appelle le confinement, qui a beaucoup changé les choses et surtout qui avait amené TF1 à déprogrammer son film. Il devait passer Star 80 ce soir-là et ils avaient choisi un dessin animé. Alors faut rappeler que pendant le confinement, si vous en souvenez bien, TF1 tous les dimanches soirs passait un film pour enfants, familial, type Moi moche et méchant. Le lundi soir, il passait une comédie. Le mardi, c'était les Harry Potter. Ils ont passé les 8 Harry Potter
puis les 3 Seigneurs des Anneaux, puis les 3 Jurassic Park. Et le jeudi, ils passaient du blockbuster. Donc là, ils ont modifié leur programmation. Ils ont enlevé leur Star 80, qui était leur film prévu, pour remettre un film pour enfants. Et c'était Baby Boss, qui était arrivé en tête avec 6 100 000 téléspectateurs. C'est dingue. 6 100 000 téléspectateurs, c'est énorme. France 2, retenez bien La Folie des Grandeurs. 5 millions 3 avec Louis de Funès et Yves Montand. Et M6 qui du coup avait aussi changé son fusil d'épaule et avait quand même passé zone interdite, mais du coup avec un score beaucoup plus bas, puisqu'ils étaient descendus à 2 millions. Mais finalement ça se comprend, enfin moi je trouve les films patrimoine de France 2, alors déjà ce qui est bien c'est que la bataille est rude. On se dit pas c'est TF1 devant et France 2 juste derrière. France 2 a quand même réussi à être devant avec un film de patrimoine, et c'est vrai que c'est pas forcément des films qu'on a en DVD. C'est pas des trucs qu'on peut regarder toute l'année, donc c'est vrai que cette diffusion là, même si elle est récurrente, les gens ont quand même envie d'être devant parce qu'ils auront pas d'autre occasion de le pouvoir le regarder avant un certain temps, quoi. Eh ben c'est ça, exactement. Et Pâques 2021, en période de confinement, c'était Jumanji sur TF1. Alors attention, version Dwayne Johnson. On se rappelle de ce petit truc. Ouais, on en avait parlé beaucoup, qui avait fait 6 millions 1. C'était énorme, et on y reviendra après, puisque je vous parlais aussi du lundi de Pâques dans ce sujet principal. France 2 avait tenté autre chose que du patrimoine avec Mon Bébé, qui est un film de Lisa Azuelos, qui est actuellement aussi dans nos salles de cinéma avec... Alexandra Lamy et La Chambre des Merveilles, exactement, qui du coup avait été bien en deçà, 2,5, et l'inédit Vaiana sur M6 avait fait 3,8 millions, donc énorme aussi, encore une fois. Si vous avez retenu ce que je viens de dire, la seule année où c'était zone interdite, ils ont fait 2 fois moins pratiquement que quand ils ont passé des films. L'année dernière, Pâques 2022, France 2 en tête avec La Grande Vadrouille. Il revient, La Grande Vadrouille du coup, est en tête avec 4 150 000 téléspectateurs. Et TF1 était à la 2e place avec la première diffusion des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, donc l'épisode 2, qui avait quand même fait 3,9 millions, donc pas mal du tout pour ce film. Et pas si loin derrière, à la 3e place, M6 avec Le Roi Lion, live action de 2019, 3 120 000 téléspectateurs. Donc autant vous dire que ça avait été un carton. Et si vous écoutez bien les chiffres que je vous donne, 6 millions, 100, 4 millions, enfin c'est des chiffres qu'on vous donne pas les autres dimanches. Le lundi de Pâques, on vous l'a dit, c'est un jour férié. Vous le savez, mais est-ce que vous avez peut-être jamais fait attention que c'est le premier jour férié après Noël et le jour de l'an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour férié pendant 4 mois, et à partir du lundi de Pâques, là les jours fériés vont commencer à s'accumuler. Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Pentecôte, 14 juillet, 15 août, et là il y a une grosse pause jusqu'à la Toussaint et au 11 novembre. Donc c'est la première fois que les chaînes ont l'opportunité vraiment de repasser du cinéma en journée, et c'est toujours très intéressant d'analyser ça, puisque en 2021, on vous avait raconté que TF1 avait passé Jumanji en prime time le dimanche de Pâques, et l'avait rediffusé le lundi, où il avait fait presque 2 millions de téléspectateurs le lundi après-midi. Ça avait été un énorme carton. Ça cumule quand même à 8 millions. Ça cumule à 8 millions de téléspectateurs pour ce film. Alors, à titre personnel, j'aime beaucoup. Certes, c'est pas le Jumanji original avec Robin Williams, mais je trouve que c'est une réécriture qui est plutôt sympa. Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre et que je l'adore, mais c'est assez agréable à regarder. Ouais, exactement. Et M6 à l'époque, le lundi de Pâques, avait diffusé Aladdin, pardon, je vais dire Astérix, j'ai l'habitude des Astérix sur M6, avait diffusé Aladdin qui est arrivé 2e. Et l'année dernière, grande nouveauté pour TF1 qui avait passé un film inédit le lundi de Pâques, l'après-midi, c'était Sonic. Ah oui, on se rappelle de ça. Ouais, et qui avait cartonné. La première diffusion du film Sonic à la télé, c'est fou de se dire que c'est un après-midi, puisque on le dit, vous avez l'habitude, si vous nous écoutez à Noël, les après-midi, c'est l'occasion de revoir des films en général, rarement, voire presque jamais de mettre de l'inédit. Et là, ça avait été le cas, et ça avait cartonné. Il y avait eu Détective Pikachu dans la foulée d'ailleurs. C'est vrai. Ça avait été un bel après-midi à l'époque. En même temps, c'est des films qui sont impossibles à mettre sur TF1 un dimanche soir. C'est trop pour les enfants, et vu qu'ils ont école le lendemain. TF1 avait passé Détective Pikachu à Noël un soir en 2021, le 29 décembre, jour de la Saint-David, donc ça devrait être un jour férié, on le dit depuis longtemps. Et ça avait fait 2 millions et quelques, donc ça avait été bien pour un film de semaine, un mercredi à Noël, mais ça n'avait pas été incroyable. Et c'est pour ça, Sonic, c'est un peu casse-gueule. On l'a vu d'ailleurs quand ils l'ont passé sur TFX il n'y a pas très longtemps, ça n'avait pas été un carton extraordinaire. Donc, maintenant qu'on a fait le tour, roulement de tambour, non je ne vais pas le faire, puisque David, qui est en face de moi, ne connaît pas le programme de Pâques pour cette année, puisque le principe de cette émission aussi, c'est que David aime bien être surpris, en même temps que vous. En direct. Et donc, en direct pour nous, en différé pour vous. Oui, mais voilà, il va découvrir en direct. Et chers amis, voici donc le programme de Pâques 2023 tel qu'il a été révélé. Alors, c'est un peu une partie de poker, on le dit, entre les chaînes de télé qui veulent pas révéler. Alors, elles doivent le faire à la même date, mais il y a un peu une partie de poker menteur, les bruits de couloir, ça va être ça, ça va être ça. Et là, je vous l'ai dit, pour la soirée la plus emblématique ou l'une des plus emblématiques de l'année, eh bien, les chaînes de télé ont prévu leur programme pour dimanche soir 9 avril. Fin du suspense, David, je te regarde droit dans les yeux, je te le dis. Le programme de Pâques de cette année est nul à chier. Mais non. Mais vraiment, je suis déçu d'une force.
C'est pas J'avais vrai. une hype. Alors vous allez me dire, mais toi, tu dois quand même avoir une vie de merde pour t'énerver là-dessus. Non, j'ai une copine géniale, j'ai une famille en or, j'ai un boulot que j'aime beaucoup, j'adore faire tout ce que je fais. Mais franchement, avec David en off, on en parle depuis des C'est semaines. vrai. C'est vrai. On a trop hâte de savoir, parce que surtout qu'en plus sur la télé, les médias, bah, on va dire qu'on sauce un peu en parlant régulièrement, et on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont dégainer ce dimanche-là? Quand j'ai vu ça en préparant l'émission, j'étais deg. Oh. J'étais deg. Là, c'est caché en plus, là, tu peux pas voir. Ah oui, d'accord, tu l'as Voilà. caché de ce côté-là. Dimanche fin, c'est nul à chier. Comprenez-moi, c'est pas nul, mais Tu t'attendais à plus, quoi. ah bah non, mais c'est même très décevant. Ah mince. Que va diffuser dimanche soir TF1, première chaîne d'Europe, rappelons-le, pour son soir de Pâques, Jumanji. Le premier- Jumanji 1. Le 1 avec Robin Williams. Le 1, pardon, avec Dwayne Dwayne Johnson. Johnson. Mais pourquoi? Le même qu'en Mais 2021. non. C'est le même Ça film. fait 2 fois qu'ils font cette Mais erreur-là. oui. Ils l'ont fait avec Ils Ant-Man l'ont et la fait, Guêpe ouais. il y a pas longtemps. Je comprends pas. Alors est-ce qu'ils ont investi trop peu en film et qu'ils ont pas d'inédit Alors, je pense que, on rappelle pourquoi les films, en tout cas les chaînes commerciales, Oui. on parle pas de France 2, mais pourquoi les chaînes télé diffusent enfin, elles se font de l'argent sur de la diffusion de films, pardon. Et là, je pense qu'ils sont simplement allés voir les annonceurs en leur disant, bah, il y a 2 ans, on a fait 6 millions, 100 000 C'est téléspectateurs. ça. Le choix de Jumanji, je pense, c'était le plus rentable pour eux. C'est un film qu'ils ont déjà diffusé, donc ils vont payer moins cher de droits de diffusion. Le 2 est passé récemment à la Le télévision. 2 en plus. est passé il n'y a pas très longtemps sur TMC, je crois. Et en fait, eux, ils l'avaient diffusé le dimanche, le dernier dimanche avant la rentrée 2022 D'accord. à la télé. Puisqu'il faut savoir que c'est un dimanche charnière aussi, le dernier dimanche Mhm. avant la rentrée, où en général tous les gens sont rentrés de vacances et ils veulent se faire un dernier petit plaisir avant d'aller à l'école. Il y a 2 ans, ça avait été Thor Ragnarok qui avait cartonné, Ah oui. et là, Jumanji 2 avait cartonné. Et là, vraiment, quand j'ai pris mon programme télé, je dis non mais j'ai pris celui de 2021 quoi. Ils nous refont le même, ils se sont plantés avec Ant-Man, et là, franchement, ben, je suis super déçu parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois, ils dégainent de l'inédit normalement, Qui était il y ou a des plus- gros films quoi. Qui était il y a plus de 3 semaines, donc ils avaient les audiences d'Ant-Man. Ouais. Donc ça veut dire que vraiment ils l'ont programmé. Eh ben ouais, alors je pense que ils partent du postulat que c'est pas un film de super-héros, qu'il n'y a pas besoin d'avoir vu la suite, que c'est... Alors il y a une Ouais. suite, mais il n'y a pas besoin d'avoir vu 50 films Ouais. avant, que c'est un film qui est ultra populaire et qui a marché à chaque fois, mais quand TMC, la petite sœur, diffuse le 2, bah voir TF1 diffuser le 1, franchement j'étais Ouais, vraiment c'est hyper décevant. déçu parce que je C'est m'attendais décevant. à un truc un peu plus emblématique. Sur France 2, bah, ce sera La Folie des Grandeurs. Ouais. Donc on reste dans le classique, donc du coup un film avec Louis de Funès. Donc en fait, le duel de Pâques 2023, c'est le film de Pâques 2021 de TF1 face au film de Pâques 2020 de France 2. C'est Voilà. vraiment dommage parce que des films patrimoine c'est pareil, il y en a quand même une sacrée chier quoi. Bah oui, et puis avec De Funès, bon, La Grande Vadrouille. Je vous ai dit, Papy l'a fait de la Résistance. Il n'y a pas De Funès, puisqu'il aurait dû jouer le rôle, mais il est décédé juste avant. Et La Folie des Grandeurs. Alors pourquoi pas essayer un peu autre chose, un peu différemment. Et là, du coup, c'est un duel de Pâques qui sent vachement le réchauffer, quoi. Ouais, j'avoue que c'est Et- quand même dommage. Ouais. Et du coup, j'étais très déçu, mais heureusement M6 est là, puisque c'est ce qui va un petit peu nous sauver, puisque M6, dimanche soir, va diffuser Zone Interdite. Non, mais Ah c'est là pas là. vrai, ils ont rien misé sur ces vacances de Pâques quoi. En fait, du coup, je me suis renseigné un peu à droite à gauche sur des forums, des petites... Alors ça, c'est des infos à prendre Ouais. avec des pincettes, ce que je vous dis, à pas prendre pour argent comptant, mais il y aurait plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il va y avoir plein de longs week-ends. Notamment cette année, le 1er mai et le 8 mai sont des lundis. Ce qui veut dire que les chaînes vont avoir... C'est comme si elles avaient plusieurs packs de suite Et qui ouais. arrivent. Et là, donc, on va avoir une zone en vacances, là, la zone B, qui va être dans la zone A, pardon, je suis dans la zone A en plus, qui va être en vacances ce week-end. Donc je pense que là, c'était vraiment un tâton et qu'ils ont joué la méga sécurité, Ouais. plutôt que de se risquer dans des trucs et que peut-être que ça arrivait un peu par la suite. Côté M6, c'est qu'a priori, alors encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que c'est des infos... c'est plus des rumeurs que des infos, donc j'utilise vraiment le conditionnel. Ils n'auraient pas forcément trouvé un film très emblématique à mettre ce soir-là. Forcément. Parce que côté live action, depuis Le Roi Lion et Aladdin qu'ils ont diffusé, il n'y a pas eu grand-chose d'emblématique, on va pas se mentir, il n'y a même quasiment rien eu du tout. Côté Pixar, ils avaient la possibilité de diffuser pour la première fois En Avant, que moi j'adore, que je trouve qu'un Ouais, film mais qui a fait un incroyable. flop parce mais qu'il y qui a eu pas la marché. fermeture, ouais. Et donc ils se murmurent qu'ils se réserveraient plutôt pour Encanto l'année prochaine. Ah oui, forcément. Qui serait du coup vachement plus porteur. Donc voilà, mais franchement, quand j'ai regardé mon programme, je me suis dit c'est le sujet principal de Critique. Les autres années, on a plein de choses à vous dire. Mais du coup, finalement, c'est presque intéressant parce que on a des choses à vous Il dire. y a du pourquoi en fait. Ouais, il y a du pourquoi. Parce que les chaînes sont frileuses, parce que TF1 il va en valeur sûre. Jumanji, ça va marcher. Mais est-ce que... Alors moi ce qui me perturbe dans ce truc-là, c'est qu'effectivement les vacances sont proches, mais il vaut mieux miser sur un jour férié que sur des vacances, parce que les vacances, il y a Oui. que les enfants qui sont... Ouais, voilà. Mais justement, je pense que
le fait que Pâques soit dans les vacances, c'est aussi un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être partis en vacances ce week-end. Alors que d'habitude, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand c'est hors vacances, c'est vraiment un bloc de 3 jours. Et la plupart des gens qui ont les moyens partent en vacances. Pour les longs week-ends, c'est quand même plus rare, surtout. C'est vrai. Et je pense qu'il y a ça. Le fait que Pâques soit en vacances, c'est différent. C'est plutôt que l'année dernière. Alors, est-ce que ça joue ou pas ? Je vois pas trop quelle incidence ça pourrait avoir. Mais en tout cas, l'accumulation des week-ends de 3 jours fait que suivez-nous dans les prochaines émissions parce que je pense qu'on va avoir des choses vachement intéressantes à vous raconter sur le 30 avril, 1er mai, sur le 7 mai, 8 mai, sur le week-end de l'Ascension, sur le week-end de la Pentecôte. Donc il y aura beaucoup de choses intéressantes à vous dire. Je vais dérouler quand même un peu le programme pour vous dire que sur Arte, il y aura Ben-Hur, donc un péplum. Sur C8, Les Trois Mousquetaires de 1961. Et sur Sister, Astérix et Cléopâtre, suivi d'Astérix et les Indiens. À noter qu'en fait, la chaîne qui joue le jeu du blockbuster le dimanche soir cette année, c'est Canal+, qui à la place de son sport, le soir de Pâques, propose Thor Love and Thunder. Qui aura déjà été diffusé vendredi précédent, enfin 10 jours avant. Donc bon, on peut au moins saluer cet effort-là. C'est aussi très marrant de voir que Canal+, autant là on râle parce que TF1 diffuse 2 fois le même film en 3 ans, alors que Canal+, diffuse 2 fois le même film en 10 jours, et on dit c'est quand même pas si mal. Donc c'est vrai que c'est quand même drôle, c'est vrai que vous devez quand même pas mal rigoler, vous, avec vos écouteurs, de dire attendez, parfois vous nous dites qu'ils ont fait 800 000 téléspectateurs, vous dites que c'est génial, parfois vous nous dites que 3 millions c'est pas assez. Alors effectivement, c'est des données qui sont à prendre en compte en fonction de la date de diffusion, en fonction de la première ou de la deuxième diffusion, en fonction de l'heure, en fonction de la chaîne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variables, mais faut prendre énormément de choses en compte et c'est toujours hyper intéressant de voir les différences, quoi. Et par contre, Canal+ dégaine de l'inédit l'après-midi de Pâques, le dimanche après-midi avec le film Sniper Redemption avec Sam Worthington. Magnifique film pour enfants. Pas du tout pour enfants, mais c'est vrai que jamais Canal passe de l'inédit l'après-midi. C'est vrai. C'est toujours le soir d'habitude. Ou alors c'est de l'inédit sur Canal Cinéma ou Canal Grand Écran. Donc bon, à noter quand même. Vous signalez aussi qu'il n'y a pas que du cinéma et que les chaînes en profitent. Par exemple, je pense à W9 pour faire une soirée avec les 20 comédies musicales préférées des Français. Ça peut marcher parce que chez certaines personnes qui vont pas forcément trouver leur cam dans les films, du coup, il y aura des petites choses comme ça, mais c'est vrai que quand même ma principale réaction c'est la déception. Laissez-moi vous parler quand même du lundi de Pâques qui a quand même quelques côtés positifs. Il y a bien du cinéma en journée parce qu'il faut rappeler que c'était devenu un peu épisodique. Souvent, c'était le cas énormément dans les années 90, 2000 et dans les années 2010, c'était un peu parti. Mais on aura bien du cinéma en journée, donc c'est quand même important de le noter. Et vous dire que TF1 avait fait, pour le coup, la rediffusion de Jumanji le lendemain, c'était un sacré pari. Là, ce ne sera pas le cas. Ils ne nous refont pas un Jumanji le lendemain, mais ce ne sera pas de l'inédit non plus, malheureusement, comme ça a pu être le cas en 2022. Le lundi de Pâques à 14h, TF1 va proposer Wonder Woman 84. Ah là, pour le coup, c'est quand même... c'est pareil, ça a été diffusé il y a quand même moins de 2 semaines. Ça a été diffusé il y a 15 jours. Ouais, c'est vraiment... c'est vraiment recyclage. Ouais, c'est vraiment c'est le programme de la flemme, quoi. C'est vraiment recyclage. Alors bon, j'essaye toujours de voir le positif. Je me dis, les gens qui l'ont pas vu ce soir-là, faut rappeler que c'est un film qui est pas sur des plateformes, que c'est un direct ou DVD, etc. Et qu'il y a des gens qui... Il y a des gens qui sont à la recherche de films l'après-midi. C'est vrai qu'il y a très peu de films l'après-midi sur les chaînes de la TNT. J'avoue que moi, personnellement, je regarde pas la télé parce qu'il n'y a pas de film l'après-midi. Mais c'est vrai que, moi, je suis plutôt... j'ai un métier qui me fait commencer très tard dans la journée. J'avoue que Canal+, c'est quand même vachement pratique parce que t'as toujours une chaîne qui diffuse du cinéma. Bien sûr, et c'est vrai que là, on pense encore une fois, on en parle toujours, mais des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir les plateformes, qui n'ont pas les moyens d'avoir les chaînes de télé payantes, et qui du coup les jours fériés, c'est aussi à ces gens-là que ça s'adresse. Faut avoir bien conscience de ça, que des gens n'ont pas les moyens forcément de sortir, d'aller au cinéma ou de partir en week-end, et c'est aussi leur apporter du divertissement. Donc le choix de Wonder Woman 84, on vous l'a dit, nous c'est un film qu'on crache pas dessus comme beaucoup. Je pense que c'est un divertissement familial honnête qui pourra faire plaisir à plein de gens, mais bon, on aurait aimé quand même autre chose. M6, le lundi de Pâques, ces dernières années, c'était du Disney. Ils nous en ont même passé un petit peu pendant les vacances de Noël, même si on était quand même assez déçus d'M6 qui nous avait habitués à beaucoup plus de cinéma. Et bien là, c'est pas du tout du Disney. Je trouve ça assez audacieux parce que c'est un film que j'aime beaucoup de ce cher Robert Zemeckis. C'est Seul au monde avec Tom Hanks qui va être face à Wonder Woman 84. Très intéressant. Et je me dis que M6 qui dégaine ça, c'est vrai que c'est quand même particulier. C'est assez particulier. Moi je serai dans le train le matin, mais je me dis que l'après-midi, fatigué de mon voyage en train, c'est pas exclu que je me laisse prendre par ce film-là. Wonder Woman 84 peut-être un peu moins, mais bon, c'est vrai que c'est original, c'est un coup de poker. Et là, on peut au moins les saluer à ce niveau-là, c'est que ils nous placent quand même un film du cinéma à cette heure-là. Sur Arte, Quo Vadis.
Je sais pas si ça te parle, mais c'est un péplum aussi. Un peu dans la lignée Ça de me dit quelque Ben-Hur, chose. donc Ouais. vraiment là on est de cet ordre-là. Et sur Sister, c'est l'autre chaîne de la TNT gratuite qui vous propose du cinéma, avec en début d'après-midi Dumbo, Qui était diffusé il y a 15 jours. suivi de Twilight 5 partie 2, Oh là. Mais pourquoi? suivi de Top Gun qui a Qu'est-ce que c'est que ce programme? Donc en fait, Sister, ils repassent en gros leur dernier prime time Ouais, du c'est ça. jeudi, vendredi, samedi soir. Après, Bon. 3 programmes, 3 publics différents. Bah, 3 publics différents. C'est vrai que Dumbo, pour le coup, moi je l'aurais vu sur M6 Bah oui. plutôt que Seul au monde. J'aurais plus eu l'inverse en fait. Mais Mais- quelles audiences il a fait quand il est passé en prime time sur M6 la dernière fois? Est-ce que c'était pas trop décevant pour le rediffuser? Ouais, c'est possible. Et puis je pense que voilà, Sister, ouais, c'est un mix assez intéressant parce que je pense que personne va s'enchaîner les trois. Bon, Twilight 5 partie 2, faut vraiment être fan Ouais, pour le c'est regarder quand même tout bête seul de quoi. pas avoir rediffusé le premier. Bah quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment un peu curieux. Bah ouais. Et Top Gun, bah après Top Gun, en fin d'après-midi, on sait que c'est là que les audiences sont meilleures. Et je pense que vraiment des gens qui, le lundi de Pâques, seront Oui. allés se balader en famille, Ça peut hameçonner. fait une balade et tout. Ils arrivent à la maison. Alors attendez, je vais vous dire l'horaire exact parce que j'ai pas noté sous les yeux sur mon cahier, mais j'ai jamais mon programme télé très très loin. Top Gun va être diffusé à 16h30. Donc voilà, ça peut, en fin de journée, des gens qui vont Ouais, se poser devant la complètement. télé, etc. En fait, c'est triste à dire, mais pour trouver des trucs chouettes, bah, faut aller vers les chaînes payantes. Ouais. Canal Plus fait un après-midi comédie avec... alors, c'est même plus qu'un après-midi, puisque ça commence à 11h40 avec Champagne, je sais Ouais. pas, ce film qui avait plutôt marchoté ce début d'année. Ils enchaînent à 13h15 avec Irréductible de Jérôme Commandeur, Ouais. puis Menteur à 14h35 D'accord. d'Olivier Barou, et à 16h10, Les Tuches 4. Alors, je suis pas client forcément de ces films-là, mais par contre, bah, C'est bonne vrai ambiance. que c'est bonne ambiance. Ouais, quoi. C'est complètement. bonne ambiance Ouais. d'enchaîner les 4. Ouais. Bon, c'est vrai que t'es peut-être un peu dégoûté de payer 30 balles par mois pour te taper 4 comédies Oui. un peu moyennes. À la suite, c'est vrai, mais... Surtout quand tu peux pas arrêter ton forfait, quoi. Exactement. Une pensée pour toi, cher ami qui a fait ça. Par contre, côté Canal Plus Cinéma, il propose un après-midi blockbuster. Ah, Alors, plutôt de qualité, même si j'ai pas vu le premier, c'est Blacklight, ah oui, on en parlait avec justement. ouais, bien Liam sûr. Neeson, enchaîné avec The Batman, Bien, puis Kingsman Première Mission. génial. Alors, je trouve que là, pour le Ah coup... ouais, c'est un bon trio. Et puis ça contrebalance bien Canal, ils vont pas se Ouais, faire concurrence les c'est deux ça. chaînes du groupe. Hein. D'un côté les comédies et de l'autre les blockbusters. Vraiment un coup de cœur assez sympa pour moi pour Ciné+, j'aime beaucoup cette plateforme, et Ciné+ premier, qui communique vraiment là-dessus en disant on fait une journée familiale le jour du lundi de Pâques, et c'est vraiment cool puisque l'après-midi ils vont enchaîner Free Guy, ensuite Space Jam 2, bon moi je sais que je l'ai pas aimé mais Oui, par contre non, pour un mais après-midi peu familial importe, ouais, c'est ouais. parfait, puis Kaamelott, Oui. le film, Oui, Mystère à Saint-Tropez, oui la comédie avec Christian Clavier. ouais. Et ça se terminera par Un tour chez ma fille, D'accord. qui avait aussi bien fonctionné. Donc on a 5 films familiales vraiment cool. Et ils enchaînent avec une soirée cinéma américain, Ok. avec en prime time Dune, Oh, bien. suivi de The French Dispatch de Oh, Wes dis donc. Anderson, et pour terminer la nuit, Le Loup de Wall Street. Ok. Donc en fait, je trouve que la journée, là, pour le coup, elle est assez Voilà, folle. ouais, C'est ouais. vraiment très chouette. Bah, tu sais que là, dans peu de temps, je vais enfin avoir accès au linéaire des chaînes Canal, Ouais. parce que c'était pas le cas depuis que j'étais abonné. Et je vais t'avouer qu'à mon avis, les chaînes vont tourner en boucle. Et ben moi c'est ça, c'est-à-dire que des fois quand je fais autre chose, je suis un peu dérangeant, je fais un peu de truc, bah, je mets les chaînes cinéma, ça peut paraître bête parce que je suis pas le film et je suis le premier à dire qu'il faut pas être sur son téléphone quand on regarde un film, alors c'est pas pour faire du rangement mais quand on l'a déjà vu, bah, c'est vraiment l'occasion de revoir, de Ouais, c'est revivre ça. le film Ouais. différemment. Complètement. Et là, je veux dire, les gens qui ont ciné plus, ils peuvent picorer, regarder Free Guy, puis le soir Dune, ou Complètement. vraiment se poser en famille Ouais. l'après-midi. Moi, je me dis, c'est vrai que bah, ça peut être sympa en famille, avec les enfants, avec un paquet de bonbons, des pop-corn, et enchaîner ça, quoi. Et puis, Ciné Frisson qui propose aussi un après-midi sympa avec Speed, puis Speed 2, Ah, cool. et Kick-Ass, et Kick-Ass 2. Non, c'est chouette. Donc, pour le coup, là, c'est pas décousu, on va dire. Non. Voilà, donc ainsi s'achève ma présentation de ce week-end qui, je vous avoue, m'avait tellement hypé, puis on en a tellement parlé avec David que j'étais bien deg. Mais Voilà, en pour même... que tu ailles chercher le programme des chaînes payantes aussi Ouais, loin ouais, que Ciné ouais, Frisson, ouais. c'est que... Ouais, malheureusement. Mais d'un autre côté, j'essaye de voir le bon côté des choses, entre guillemets, c'est que bah, y a eu plein de choses à vous dire, finalement. Ouais, complètement. Puisque là, on sort des sentiers battus. Par contre, bah, j'ai vraiment hâte de voir les audiences lundi prochain. Parce que si Zone Interdite sur M6, par exemple, fait 1,7 million, 1,8 million, je pense qu'ils vont se mordre les doigts de ne pas être montés à presque 4 millions, Ouais. comme ils ont pu le faire Avec Vaiana, plusieurs fois avec ouais, Vice Versa, bien sûr. Vaiana et autres.
Parce qu'après, c'est vrai que, bon, on dit qu'en avant, on n'est peut-être pas porteur, mais un dessin animé reste un dessin animé. Ouais, si t'es le seul à en proposer un le Bah, dimanche non, de mais Pâques, c'est tu clair. vas forcément avoir du succès. Parce que là, il y a le seul, c'est Astérix et Cléopâtre sur Sister, qui est quand même un truc culte, mais qui date, quoi. Il n'y a pas vraiment de gros dessins animés ce jour-là, Non. malheureusement. Et vraiment, les audiences, alors c'est vrai que d'habitude, on pariait un petit peu, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je dirais que Jumanji va être peut-être autour de 3 ou 4. Parce que, entre 3 et 4, parce que je pense quand même que ce sera un choix par défaut pour beaucoup de gens. Bah, c'est Et ça. faut pas oublier que nous, on adore voir de l'inédit, mais il y a beaucoup de gens aussi qui adorent revoir des films. Ouais, Et je complètement. pense qu'il y a plein de gens qui l'ont beaucoup aimé et qui vont dire « Oh, génial, il y a Jumanji qui Ouais, repasse !» c'est ça. Donc moi, je les verrais bien... je pense que ça va être à tout touche avec France 2. Ouais. Et par contre, je pense que Zone Interdite risque de faire moins de 2 millions, ce qui serait quand même un échec parce que, encore une fois, le lendemain est férié, donc potentiellement, le panel de téléspectateurs serait plus grand. Après, je t'avoue que voilà, 3, 4 millions. Après, c'est quand même décevant d'imaginer 3,5 millions pour Ouais, TF1 un dimanche de Pâques quand on Ouais. voit les audiences qu'ils font Ah en bah ce moment. Ah bah oui, et puis ils allaient chercher encore il y a 2 ans des 6 millions. Alors certes, il y avait le contexte Covid, mais là, voilà, c'est plus Ouais. couvre-feu, mais quand même, taper des 6 millions, depuis le début de l'année, on vous a jamais annoncé plus de 5,2 millions pour un film, depuis le 1er janvier 2023. Ouais, mais c'est Donc, clair. Mais bon, quand tu vois, par exemple, Wonder Woman 84 et la Daronne qui s'était battue il y a une semaine ou deux, c'était un dimanche tout à fait lambda, ils avaient fait des chiffres vraiment extraordinaires. Là, imaginez un dimanche où le lundi est férié, qu'on serait qu'à 3,4 millions, c'est quand même dommage. Mais bon, en tout cas, voilà, on est ravis de vous avoir fait cette chronique. C'est vrai que tous les ans, c'est un petit peu le moment où on est un peu hypé par tout ce qui va passer à la télévision. C'est un petit peu plus décevant cette année, mais ça permet d'élargir le débat et d'essayer de réfléchir à pourquoi les chaînes font ces choix-là. Et puis encore une fois, peut-être que c'est hyper prometteur pour la suite. Peut-être qu'on aura des week-ends de fou fin avril. C'est ça, à complètement. suivre. Et ben écoute, ce sujet-là est terminé. On va passer tout de suite à ta chronique télévision, même si on se déplace pas de grand-chose, quoi. C'est clair. Alors, pour ta chronique télévision, on va tout de suite commencer par les audiences qu'ont regardé les Français ces derniers jours, mon cher David. Alors, jeudi 30 mars, on vous avait parlé du duel de films inédits entre Bloodshot sur TMC et The Gentleman sur W9. Est-ce que... Eh oui, tu vas pas pouvoir nous parler du Super Tuesday, du coup. Eh bien non, puisque c'est demain. Le Super mince. Tuesday, c'est demain. Alors, peut-être un TikTok, je me dis, peut-être en fin de semaine. Un tout petit inédit. Ou un tout petit inédit, ouais. J'aimerais vraiment bien vous en parler, qu'on puisse arriver à se caler ça. Oui, puisque à l'heure où vous écoutez, sans doute que le Super Tuesday est passé, mais pas au moment où on enregistre, puisqu'on est lundi. Jeudi 30 mars, donc le duel d'inédit, en fait, ça a été vraiment 3 films dans un mouchoir de poche. C'est à la 5e place des audiences, Bloodshot sur TMC, avec 917 000, ce qui est franchement pas mal. Hein. C'est pas le million, mais c'est pas mal du tout pour un film d'une qualité quand même pas faux folle, comme on l'avait dit. Qui est disponible sur Prime. Exactement. Et ensuite, à la 2e place, c'est L'Arme Fatale 4. Alors, la 2e place des films, c'est la 6e place dans le classement. C'est L'Arme Fatale 4 avec 894 000 téléspectateurs. Puis à la 9e place, The Gentleman qui a 802 000. En fait, il y avait vraiment un bouchon entre 900 et 800 000. Et après, on chute directement autour de 200-300 000. Ah oui. Il y a eu vraiment un... comme quoi l'offre était intéressante et les gens ont vachement hésité et sont reportés un peu sur tout. Et je suis très content en tout cas pour ce Gentleman. 800 000 téléspectateurs pour un film comme ça, c'est vraiment chouette. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, que je soutiens vraiment. Évidemment, j'aurais bien aimé qu'il soit plutôt sur M6, mais sur W9, c'est déjà pas mal. J'oublie d'ailleurs auparavant de vous parler de l'audience de lundi dernier. On remonte un peu dans le temps, puisqu'on était le 27 mars, mais on enregistrait lundi, en même temps que le match Irlande-France. Oui. Et je vous avais dit, il y avait eu quand même 8 millions de téléspectateurs pour le match du vendredi soir. Je me demandais ce que ça allait donner le lundi soir sur TF1. Et bien, ça donnait 8 100 000 téléspectateurs. Donc, même un lundi, ça a tout cartonné. Donc, voilà. Pour finalement un 0. Pour finalement un 0 et un match assez tendu, assez serré. Samedi 1er avril, à noter, le nouveau jeu de Nagui et Bruno Guillon, France Télévisions a énormément investi sur ce jeu, Votre vie en jeu. Il arrive à la 3e place du classement, 2 200 000. C'est plutôt bien pour la case, mais c'est en dessous du téléfilm de France 3 et de The Voice sur TF1. Et enfin, Dumbo, seulement à la 13e place du classement. Vache. Il fait moins que Le Roi Lion 2. Il fait moins que les téléfilms de Sister. Comme quoi la chaîne a de l'importance. Hein. La chaîne a de l'importance, mais surtout, ce qui est fou, c'est qu'il fait 249 000 téléspectateurs. Et là où Le Roi Lion 2 avait fait plus de 500 000. Oui, c'est vrai. En fait, c'est tous les téléfilms Disney battent le film de Tim Burton. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez surprenant. Parce que franchement, on s'est dit, quand je l'ai annoncé la semaine dernière, on s'est tout de suite dit, non, mais ça va... Moi, je m'attendais à 500-600 000. Voilà, il va faire au moins 500-600 000. Il fait 249 000. C'est fou.
Donc c'est pas forcément... C'est vraiment bon ce film-là qui n'est pas porteur. Peut-être que M6 le sait et que c'est pour ça qu'ils le remettent à toutes les sauces sur les toutes petites chaînes. Hein. C'est un peu curieux. Ouais. Et enfin, dimanche soir, c'est braquage final en tête avec presque 4 millions de téléspectateurs. Génial. 3,9 millions. Alors, je voulais le voir. Comme un film normal. Je voulais le voir pour vous en parler aujourd'hui. J'ai eu des impératifs personnels qui m'ont empêché d'être devant la télé hier soir. Je pense le regarder ce soir, honnêtement, pareil, en replay. Parce que ça, je veux me faire mon idée sur ce film. Ouais. TF1 qui va chercher un direct. Mais. C'est quand même fou parce que, si vous me passez l'expression, c'est assez couillu quoi de faire ça. Ils ont osé sortir un film de nulle part, inédit, dont personne n'avait entendu parler. Ils font 4 millions. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un gros truc dimanche prochain ? C'est d'autant plus frustrant. Et à la deuxième place, à couteau tiré, 3,4 millions. Donc autant vous dire que ça fait quand même un sacré score, 7,3 millions pour les 2 premières chaînes télé. Pour du cinéma. Pour du cinéma. C'est rare d'avoir autant pour du cinéma le dimanche soir, donc ça montre que vraiment ces cases du dimanche soir, on vous le répète, mais elles se portent très bien. Ouais. Et là, elles se portaient à merveille. 3,9 millions et 3,4 millions. C'est assez impressionnant, c'est un gros succès pour les 2 chaînes. On verra ce qu'on vous annonce encore une fois la semaine prochaine. Ensuite, on a Capital et les enquêtes de Murdoch, puis Top Gun à la 5e place. Sur Sister, donc Sister, c'est rare qu'on vous la donne 5e des 27 chaînes de la TNT. Et ils sont 5e avec 689 000 téléspectateurs. Ce qui est très honorable. Très honorable. Alors, à tout touche avec France 5, il y avait un documentaire sur les enfants de Daesh qui était à 686 000. Et Tais-toi sur TFX, 678 000. Oh, dis donc. Donc, 5, 6, 7, ça se tient vraiment en 10 000 téléspectateurs au max. Donc, c'est vraiment ultra serré. Mais quand même, Top Gun qui arrive à la 5e place, c'est à noter. Mais encore une fois, carton pour braquage final sur TF1. J'ai pas vu ce que les gens en disaient sur les réseaux sociaux. Je crois que notre amie Alice l'a regardé. Donc on serait curieux de savoir son avis. Et nous, peut-être qu'on vous le donnera prochainement. Moi, je vais essayer de le regarder là, en tout cas en replay. On m'a dit que c'était lambda, mais que ça faisait le taf. Bon, et alors on verra ça. Voilà. On verra ça ce soir. On passe aux news. Je pensais qu'il y avait encore une journée, je sais pas pourquoi. Non. On passe aux news et c'est presque une news que moi j'aurais voulu partager avec toi parce qu'effectivement tu vas nous parler d'un manga culte qui arrive en série sur TF1. Si tu veux, je te laisse plus en parler. Non, parce que j'ai pas énormément d'informations. C'était pas une news par défaut, mais on va dire que moi, Cat Size, j'y connais rien du tout. Et j'ai vu qu'il y avait mais moi non plus. une méga hype autour de ça. Et en fait, effectivement, ça va devenir une série pour TF1. Il faut savoir que c'est un animé. C'est ça que je trouvais très original. Et c'est ça qui est super original. Ça va être réalisé par Alexandre Laurent. C'est celui qui a fait récemment Les Combattantes, le Bazar de la Charité. D'accord. Donc c'est vrai qu'on l'attendait pas du tout sur une adaptation de manga. Là, ça va demander de l'oseille là, parce que c'est quand même un manga très culte, mais qui se situe, comment dire. Ouais, ça va demander des fonds, quoi, à mon avis, pour représenter ces 3 voleuses en plein milieu de Paris, qui se baladent sur les toits, etc. Donc, je pense aussi, effectivement, ce sera produit par Big Band Story, donc pour TF1. Ce sera écrit, alors ça s'invente pas, par Michel Katz, avec un Z, alors bon, Katz Size avec un S, mais quand même, et d'autres, Justine Kim Gauthier, Antonin Martin Hubert, Anne-Charlotte Kessab, Colline Dussault et Audrey Gagneux. Je vous lis là le communiqué de presse de TF1 sur le site TF1 et vous. Le tournage est prévu à l'automne 2023, donc ça va être tourné dans 6 mois. Et en fait, ce sera une origin story de la série originale, où on va voir vraiment comment les 3 sœurs sont devenues ces personnages emblématiques. Je vous lis le pitch. Une œuvre ayant appartenu au père des 3 sœurs disparu va mystérieusement disparaître dans un incendie, et ça se passe à côté de la Tour Eiffel, visiblement. Les 3 sœurs décident de prendre tous les risques pour essayer de savoir ce qui s'est passé autour de tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que TF1 ne se contente pas de faire cet inédit, puisque TF1 nous annonce qu'en attendant de découvrir Cat Size, le dessin animé culte est en intégralité sur MyTF1. Ils proposent le dessin animé en intégralité. Et donc voilà. Est-ce qu'on a les actrices ? Non, on n'a pas les actrices, on n'a pas le casting, on sait juste que ça va s'appeler À l'origine des Cat Size. Et donc voilà, cette histoire de tableau disparu qui va en fait réapparaître, etc. Donc c'est assez mystérieux. Je vous ai pas très bien vendu le pitch parce qu'en fait il est très long, j'ai essayé de le résumer, mais en tout cas, sachez que ce sera 8 épisodes de 52 minutes, donc on imagine sans doute 4 prime time. Ouais. Et il va falloir aller chercher la FRDA, comme on dit, la femme responsable des achats de moins de 50 ans, parce que c'est vrai que c'est une série culte, mais ça reste quand même un truc de TF1 nous a pas habitués à ça en prime time, quoi. Non, mais en même temps, ça a été la série féminine du Club Dorothée et de cette section, cet horaire-là. Et maintenant, ces jeunes filles-là qui regardaient Cat Size à l'époque sont la fameuse FRDA. Et donc c'est vrai que c'est une très bonne idée de le sortir maintenant. Il y a 25 à 30 ans qui se sont écoulés.
Et en fait, c'est chouette parce que même ceux qui sont pas fans du manga, ils le connaissent. Tout le monde a entendu parler de Cat Size au moins une fois, parce que les enfants en ont parlé. Maman, je regarde Cat Size à la télévision pendant le goûter, ou parce que justement, c'est quelque chose de culte. C'est comme Nicky Larson qui a été adapté par Philippe Lachaud. Ça prouve que la France a eu un véritable amour pour le manga et pour l'animé. On sait qu'on est un des plus grands pays acheteurs de manga et d'animé dans le monde et en Europe, oui, et du coup dans le monde. Donc là, c'est une très 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 bonne nouvelle, moi je trouve. Surtout que TF1 fait de très très bonnes productions. On n'aime pas forcément Avenir, on n'aime pas ce genre de choses, mais Le Bazar de la Charité était une très très bonne série. Oui. Les Combattantes également a eu énormément de succès. On sait que ça a énormément de succès à l'étranger. Ouais. Donc ça veut dire que Cat Size va sûrement être en coproduction avec une plateforme qui sera vendue après à l'étranger. Donc c'est une très bonne nouvelle, je trouve, pour la série française. C'est clair. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant, moi je trouve surtout sur TF1 finalement. Ouais, parce qu'on s'attendait plus à ça ailleurs. On sait que Nicky Larson, par exemple, c'est le Philippe Lachaud qui a le moins marché parce que les gens disaient ah ouais non on connaît pas le manga, on va pas voir ça. Alors que je trouve vraiment très drôle et très réussi. Donc sacré coup de poker, mais on aime les chaînes de télé, si vous nous écoutez, on aime quand vous faites des choses comme ça, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment génial. Moi personnellement, je connais rien à la série Cat Size. Je vous promets pas d'aller voir sur TF1, MyTF1 les vieux épisodes, mais pourquoi pas après tout. Mais en tout cas, je serai devant ma télé quand ça va être diffusé sur TF1, ça c'est certain. Alors, la question, ce sera quid ou pas du Lycra. Parce ça. Que là, la tenue. Ça, je ne suis pas expert en chiffon. Réponse l'année prochaine. Ouais. On va continuer de parler de Philippe Lachaud, puisque tu vas nous parler de LOL la saison 3, et apparemment il y a un souci avec les associations soutenues. Ouais, alors c'est un scoop qui nous vient de Clément Garin, qui est un journaliste média que vous pouvez retrouver sur sa page Instagram CG Scoop. C'est vrai qu'il a une personnalité peut-être qui divise un peu les gens. Moi je sais que personnellement je suis jamais trop d'accord avec ses avis perso, mais par contre c'est un dénicheur de scoop télé incroyable, et c'est vrai que c'est une page qui est vachement importante à suivre, parce que là ça a été repris par tous les grands médias. Effectivement, il y aurait un gros coup de colère des associations qui sont défendues par les stars dans la saison 3 de LOL qui ressort, quand elles ont appris les cachets que touchaient les humoristes. Pour vous donner un ordre d'idée, ça pouvait aller de 50 000 € à 200 000 € par tête d'affiche. Alors, il se murmure, d'après ces informations, que c'est les moins connus comme Laura Felpin ou Paul Mirabel qui auraient eu 50 000 €, et que les plus connus, style Pierre Ninet, Jonathan Cohen, ça aurait été aux alentours de 200 000 €, et Gad Elmaleh, lui, aurait gagné 250 000 €. 200 000 €, c'est 40 fois plus que les associations des humoristes perdants. Les humoristes perdants rapportaient 40 fois moins, et du coup en fait il y a des associations représentées qui ont demandé à ne plus l'être dans la saison 4. C'est fou, parce qu'elles ont été vraiment choquées, et on peut le comprendre. Dites-vous bien que Philippe Lachaud, alors toujours selon les informations, c'est du conditionnel, mais il toucherait 1 million € par saison. Parce qu'il fait partie de la production. Il fait partie de la production, il est le présentateur, mais c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Mais ça reste, alors le budget il est d'environ 9 millions € pour Prime, mais ça cartonne. Et en fait, ce qu'explique Clément Garin, c'est qu'ils sont pas prêts de s'arrêter, parce que c'est vraiment leur programme emblématique. Des tas de gens s'abonnent juste pour voir LOL qui ressort. Mais c'est vrai que là, il arrive un moment où on rappelle que l'association vainqueur touche 50 000 €, c'est beaucoup pour les assos, ils sont super contents, mais quand même, ils touchent autant que le moins connu des humoristes. Reprends tout simplement l'exemple d'un moment caritatif comme le Z-Event, où là, les streamers ne touchent rien et redistribuent, la dernière fois, 10 millions d'euros ont été distribués à des associations. Il y a des streamers qui sont connus, certes, mais pas internationalement, comme le sont certains de ces acteurs-là. Donc c'est vrai que je trouve ça... Malheureusement, j'ai cette version-là et l'avocat du diable. Les stars sont là pour être payées. C'est leur métier de faire le show, et il faut qu'elles soient payées pour ce bien-là. Il faut savoir que si on était au courant de tous les cachets des films, pour tous les films, je veux dire, par exemple, on a les 3 Mousquetaires qui sortent mercredi, j'ose même pas entendre parler des cachets qu'ont touché les 3 ou 4 acteurs principaux, parce que ça serait tout aussi scandaleux. Mais c'est vrai que là, quand on apprend que les associations perdantes touchent 40 fois moins que certains acteurs qui participent à la saison, c'est quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, c'est presque scandaleux. C'est difficile d'utiliser ce terme-là, parce que c'est presque un peu vulgaire, mais c'est vrai que quand on apprend ces choses-là, surtout dans les conditions actuelles, je veux dire, la France est quand même... je veux pas rentrer dans les débats politiques, mais la France est quand même en colère en ce moment. Les gens galèrent à aller faire leurs courses, il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas, et quand tu apprends qu'un acteur, pour aller faire rigoler ses potes pendant 3 jours, même pas 36 heures, a touché 250 000 €,
c'est c'est quand même ça. compliqué, quoi. Pour vous donner l'ordre d'idée, hein, les associations des premiers humoristes éliminés touchent 5 000 euros. Quoi. Ouais. 5 000 euros versus 1 million pour la show ou 250 000 pour Gad Pour 9 Elmaleh. millions de budget, alors qu'ils sont Pour- enfermés dans une pièce, quoi. Voilà, pour 9 millions de budget. Donc, il y a vraiment quoi râler parce qu'effectivement, on met en avant les associations quand même en disant ils font ça pour la bonne cause. Mm. Mais bah, voilà, c'est leur métier d'être comédien, d'être acteur. Mais effectivement, et quand on voit le casting qui est pressenti pour la saison 4, hein, on le rappelle, on nous parle des Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Jérôme Commandeur, etc. Ils vont sans doute pas être payés moins. Non. Mais le fait que certaines assos décident de se retirer, c'est quand même un signal assez fort. Ouais, Et je complètement. pense que c'est une info qui, moi, m'a interpellé vraiment. Et pour information, j'ai lu un article il y a pas longtemps, il faut savoir qu'un épisode de série actuel, on va dire sur France 2 par exemple, coûte entre 550 000 et 650 000 euros, tout compris. Mhm. Donc imaginez que là, 36 heures de LOL, c'est 9 millions d'euros, alors que une saison de 8 épisodes, ça va être que 8 fois 600 000 euros. Enfin, je veux dire, il y a quand même... Oui. Voilà, il y a un calcul à faire, mais il y a quelque chose dans l'ensemble qui, à mon avis, ne va pas. C'est clair, et du coup, on va voir, est-ce que Amazon va communiquer là-dessus? Est-ce que les assos vont vraiment communiquer? Puisque là, Clément Garin, il sort l'info comme ça, mais c'est des infos qu'il a lui perso, mais il n'y a rien d'officiel, je vais dire. Mais j'ai hâte de voir si et Amazon va réagir, ou est-ce que les assos vont vraiment dire quelque chose. Quid de Philippe Lachaud? Qu'est-ce qu'il va en penser? Qu'est-ce qu'il va en dire? Voilà, affaire à suivre, mais ça pourrait faire un peu de bruit, je pense, parce qu'encore une fois, c'est une série hyper populaire et il le redit Clément Garin, c'est que Amazon ne veut absolument pas abandonner le format, c'est un carton énormissime. Et international, je veux dire, Ouais. c'est fait dans un nombre de langues absolument incalculable, donc c'est vraiment quelque chose qui marche bien, et qui, alors en soi, 9 millions d'euros, ça nous paraît beaucoup, mais c'est quelque chose qui ne coûte pas cher à produire, en fait, au niveau des moyens techniques. Bien sûr. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant pour Amazon, et alors c'est vrai que j'ai vu un tweet, et je trouve ça tout à fait vrai, même si moi, ça me frustre, c'est que Amazon fait ce qu'il veut de son blé. Bien sûr. C'est une société privée, ils sont à l'étranger, ils font ce qu'ils veulent avec leur plateforme. S'ils ont envie de dépenser 900 millions d'euros, étant donné 250 000 à Gad Elmaleh, c'est leur choix. Mais c'est vrai que la différence avec les associations est quand même notable. Oui, c'est ça, c'est que le problème, je pense qu'il est plus éthique en fait, Ouais, sous couvert complètement. de soit vous faites LOL qui ressort, il se marre et machin et point. Finalement, les associations, le problème il est là, c'est qu'elles sont presque là pour leur donner bonne conscience, on a l'impression. Ouais, c'est Parce ça. que finalement, ils pourraient se faire rire, Oui, ils pourraient faire la il y en a un qui compétition gagne et puis sans c'est les bon. assos. C'est ça. Mais c'est le côté vraiment l'emballage quoi. Oui, mais regardez, on fait ça pour la bonne cause. Alors, encore une fois, 50 000 euros, la sauce gagnante, j'imagine qu'elle C'est est ravie contente, parce que tout bien le monde fait. Mais c'est pas énormissime. Quand on voit le Téléthon qui récolte, là on a eu les chiffres dernièrement, plus de 90 millions d'euros. Voilà, c'est vrai qu'il y aurait peut-être quelque chose à réajuster, à faire à Ouais. suivre. On a le cœur déchiré, hein, David. Ah oui, Ça y est, il va falloir en parler. peut-être. Apparemment, ce serait la fin de diffusion d'une série culte. Alors là aussi, c'est Clément Garin via son site CG Scoop qui en a parlé il y a quelques jours et j'ai trouvé ça assez intéressant puisqu'il nous dit que Les Feux de l'amour seraient peut-être en sursis. Ah la vache. C'est quand même fou parce qu'il faut rappeler que le soap est quand même diffusé depuis 34 ans sur TF1, ce qui est quand même pas rien. Rappelons qu'il était diffusé jusqu'à pas si longtemps en début d'après-midi, qu'il y a eu un changement, ça a été réajusté, ça a été mis le matin à 11h pour laisser le champ libre au téléfilm l'après-midi sur TF1. Et comme vous avez annoncé, rappelez-vous, dans une des toutes premières émissions de cette saison, que Amour, Gloire et Beauté rejoignait TF1. Du coup, c'est vrai que c'était assez... on s'est dit, bah oui, ils font leur bloc, Amour, Gloire et Beauté, les Feux de l'amour. Mais qu'est-ce qui fait dire à Clément Garin qu'il y aurait peut-être... c'est peut-être en sursis, c'est tout simplement les comédiens de doublage qui participent au doublage de la série, puisque visiblement, les dernières séquences qu'ils ont tournées ont été montées en janvier, et depuis 3 mois, TF1 ne leur donne plus signe de vie. Ils n'ont plus signe de vie du tout. Alors ils sont inquiets parce que visiblement ils auraient tendance à essayer de démarcher TF1, mais malheureusement TF1 ne leur donne pas de nouvelles. Alors pas d'inquiétude néanmoins pour les fans de la série puisque c'est des grandes salves. Hein. Là tout ce qui a été tourné a été mis en boîte jusqu'à l'été. Mais actuellement plus aucun enregistrement n'est prévu et TF1 aurait botté en touche en disant qu'il serait fixé dans l'été. Donc c'est vrai que c'est quand même assez surprenant puisque ça a quand même été diffusé sur TF1 l'après-midi de 89 à 2016. Depuis 2016, c'est le matin et que y a chaque jour 700 000 personnes qui regardent Les Feux de l'amour. C'est quand même pas Ça mal. représente 10% de part de marché. Alors forcément, si vous nous dites ouais, les soirs, vous dites que 3 millions, c'est pas beaucoup, il faut rappeler qu'on est de 11h à midi et que la plupart des gens ne sont pas chez eux. Donc c'est des scores corrects, mais comme le rappelle Clément Garin, c'est loin d'être fou non plus. Hein, Ouais. c'est pas forcément faramineux. Surtout qu'en face,
il y a le jeu Chacun son tour, animé par Bruno Guillon, qui cartonne, il fait le double Mais d'audience. c'est vachement bien, moi Il j'aime fait, bien. bah, en fait, quand tu traînes à la maison, ouais, Bah en fond, ouais, carrément. on se laisse C'est prendre au jeu, et ça fait 20% de part d'audience. Donc TF1, encore une fois, on le disait la dernière fois, Demain nous appartient, ça marche plus très très fort l'après-midi, enfin en début de soirée. C'est le cas aussi des Feux de l'amour. Est-ce qu'on va être vers un recul de la fiction pour un retour de jeu comme c'était à une époque? Pourquoi pas? Moi je sais qu'autant je suis attaché à la fiction et au cinéma, mais je sais qu'en journée j'ai grandi en regardant sur TF1 à cette heure-là, à l'heure des Feux de l'amour, il y avait La Roue de la Fortune, suivi d'une Famille en or et Le Juste Prix, et ça cartonnait, et autant les 12 coups de midi cartonnent. Et ben voilà, on pourrait bien voir un retour des jeux télé à la télé, en tout cas pour les Feux de l'amour. On en saura plus cet été, mais c'est vrai que c'est un signal qui est pas forcément très très bon. Alors pourquoi peut-être migrer sur une autre chaîne? Mais s'ils n'ont pas contacté les doubleurs. Ouais. Parce que TF1 pourrait très bien le déplacer sur TMC, par exemple. Ouais, bien sûr. Mais voilà, affaire à suivre, en tout cas, là aussi, comme on vous le dit très souvent. Alors, encore une fois, on parle d'une fin de diffusion sur TF1 et non pas une fin de la série Oui, aux bien sûr, États-Unis. puisque ça continue d'être tourné, et c'est important de le noter. Alors, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire. Alors, pas le Critflix en entier, mais ce fameux record de chaînes. On en est presque à la fin. On est au 4e épisode sur 5. Et tu vas nous parler de quelle chaîne cette semaine? Aujourd'hui, on va commencer par CNews. On s'était arrêté sur BFM TV et ses 5 500 000 téléspectateurs du 4 avril 2017. Eh bien, sur CNews, c'est un record de 2021. C'est important de le noter puisque la plupart des records que je vous annonce, c'est 2012, 13, 17, 14. Et là, c'était dans l'heure des pros 2. Une émission présentée par Pascal Pro, une émission... Et qui a fait 1 100 000 téléspectateurs. Alors, je m'arrête là parce que je ne veux pas vous donner le fond de ma pensée. Disons que c'est une émission de débat qui, idéologiquement parlant, est assez marquée. On ne peut pas dire qu'il y a un pluralisme incroyable sur le plateau. En tout cas, c'est mon avis. Mais c'est l'heure des Pro 2 avec 1 100 000 téléspectateurs. Donc, en Access Prime Time. Tous les records que je vous ai donnés jusqu'à présent, le record c'est toujours en prime time, c'est pas pour rien que ça s'appelle le prime time. D'ailleurs, j'ai entendu dans Culture Média les gens de l'Académie française dire qu'il fallait pas dire prime time. Il faut dire début de soirée. Enfin, bref, on va continuer à dire prime time, excusez-nous l'Académie française. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on vous propose un programme d'après-midi, de fin de journée, avec l'heure des pros 2. Sur C-Star maintenant, la chaîne numéro 17, qui passe on va dire, beaucoup de clips la journée, eh bien c'est assez fou puisque c'est un direct to DVD. C'est du coup un téléfilm officiellement chez nous puisqu'il n'est pas sorti au cinéma, mais c'est un film qui est sorti directement en DVD qui s'appelle Incontrôlable ou Indestructible. Alors ça dépend parce que c'est rigolo. Théoriquement... il s'appelle Indestructible, mais dans certaines versions DVD, il s'appellerait Incontrôlable. C'est vous dire si c'est tiré par les cheveux. C'est un film de David Carson qui est sorti en 2006 en DVD chez nous avec Wesley Snipes. Et c'est fou parce que ces stars, ils passent tout le temps des films et ils font jamais de record. Et là, leur record d'audience, c'est un téléfilm en fait, direct to DVD que personne ne connaissait. Comme quoi, parfois, ça peut être payant. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu triste pour la chaîne si vous l'aimez bien, parce que leur record d'audience de tous les temps, il est à 990 000 téléspectateurs. Ils n'ont jamais passé le million. À 10 000 près, ils auraient pu le faire. 3,6% de part de marché quand même. Gulli, c'est pas que pour les enfants, ils vous le disent régulièrement, d'autant que maintenant ils ont leur Gulli Prime. Vous avez peut-être remarqué qu'en fait Gulli maintenant, à partir de 21h, ils font des soirées plus familiales ou plus adultes. Eh bien Gulli, c'est bien un film, c'était le 23 février 2012, ils ont fait 1,7 million sur Gulli. Alors c'est rare, on vous annonce jamais Gulli au-dessus du million, avec la guerre des boutons d'Yves Robert, première version. Toute première version. C'est fou ça. Ils avaient fait 1,7 million le 23 février 2022. Donc, c'est chouette. On se rappelle qu'au début, Gulli allait dormir. Eh oui, Gulli allait dormir. Gulli allait dormir. Et si tu mettais Gulli, il était en train de ronfler sur la 18. Exactement. Il faisait sa petite sieste, sa nuit en tout cas, mais maintenant Gulli ne dort plus. TF1 série film, la chaîne numéro 20, la petite sœur de TMC, de TFX, c'est la chaîne donc du groupe TF1. Mais là, Quid du canal 19, du coup, puisqu'il n'y a plus rien dessus. Ouais, effectivement. Donc c'est pour ça, je pourrais vous parler éventuellement de France O la prochaine fois. Mais là, je suis resté sur les chaînes qui existent toujours. Et donc, on parlera éventuellement effectivement du canal 19 la prochaine fois. Eh bien, là, c'est très récent, puisque c'est le 26 avril 2021. Ils ont fait presque 1,5 million. Donc c'est rare pour TF1 série film, d'autant plus qu'on est en 2021. Mais quand même, donc sous une politique de couvre-feu, donc plus de monde devant la télé malgré tout. Et c'est le film Commissaire Moulin, un épisode de la série Commissaire Moulin. Pardon. J'ai cru que vous avez fait un film Commissaire Moulin. Pardon. C'est un épisode de la série Commissaire Moulin avec Yves Régnier. Et il faut dire
dire que Yves Régnier, qui était quand même un acteur emblématique qu'on avait vu dans beaucoup de films, notamment moi je l'aime bien dans Les Anges Gardiens, Yves Régnier était mort 2 jours plus tôt, le 24 avril 2021. Ils ont donc voulu lui rendre hommage et ça a cartonné avec 1,5 million téléspectateurs. Alors l'autre jour on m'a dit oui mais le couvre-feu, je me permets une petite parenthèse, on m'a dit oui mais tu parles du couvre-feu mais pourquoi il y a plus de gens devant la télé, les gens le soir en hiver ils sortent quand même pas plus. Alors on rappelle que le couvre-feu, le principe c'est qu'on avait interdiction de sortir et qu'en plus là certes les gens l'hiver ils sortent pas énormément mais il y a quand même des gens qui vont dîner, il y a quand même des gens qui travaillent le soir, il y a quand même des gens qui vont au cinéma et heureusement il y a quand même des gens qui font des sorties culturelles. C'est ça la grosse différence entre couvre-feu et pas couvre-feu. La chaîne L'Équipe une fois a dépassé les 2 millions de téléspectateurs. Et c'était récemment, parce que c'était en octobre 2022, c'était il y a moins de 6 mois. Bravo. C'était la cérémonie du Ballon d'Or 2022. Oh là. Et qui a récompensé Karim Benzema. Oui, bien sûr. Premier Ballon d'Or français depuis Zinedine Zidane en 98, donc ça remontait quand même. Et donc, il y a moins de 6 mois, le record, 2 millions 10 000 téléspectateurs pour cette soirée qui avait donc sacré le français. C'est important de le noter parce que quand même la chaîne L'Équipe, c'est rare qu'on les voit dépasser les 400, 500, 600 000, et là 2 millions, c'est quand même beaucoup. Et on va terminer par Sister, on en a beaucoup parlé dans cette émission finalement, et qui a fait son record avec un film, le 16 avril 2019. Leur record est à 1 068 000 téléspectateurs. Ce qui est bien. Ce qui est honorable, mais bon, c'est vrai que par rapport aux chaînes de cette fameuse TNT HD qui est apparue en 2014, voilà, TF1 Série Film c'était 1,5 million. On va voir après que RMC Story, eux, ils étaient à 2,5 millions. On verra ça la semaine prochaine. Et c'était avec le film La Belle et le Clochard. C'est avec un film, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est avec un film et c'est avec un Disney, un vieux Disney, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il est sorti en 1955. Donc voilà, on est heureux quand c'est un film le record et en plus quand c'est un beau Disney. Bah écoute, il nous reste une toute dernière section, comme d'habitude, on va passer au programme de la semaine à partir du samedi 8. Ouais, alors un programme, ça va être plus court, puisqu'on vous a déjà décortiqué le dimanche et le lundi de Pâques. Exactement. Et samedi 8 avril, ce sera Stitch le film sur Sister. Donc c'est encore un téléfilm. Ah oui, c'est pas Lilo et Stitch. Non, alors il y a Lilo et Stitch. Stitch le film et Lilo et Stitch 2. Oh bah dis donc. Il y en a 3 en fait dans cette saga. Alors il faut rappeler il va y avoir un live action Lilo et Stitch. Et d'ailleurs l'actrice a été castée récemment. On a vu que c'est une hawaïenne, donc c'est bien puisque c'est vraiment ça colle vraiment au film. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce sera la fin de nos Disney du samedi soir sur Sister. Ça s'arrête, ce sera une émission de télé la semaine suivante. Il termine avec Stitch le film. Est-ce que ça fera mieux que Dumbo ? Théoriquement, on vous aurait tout de suite dit non. Là, pour le coup, ça va être dur de faire moins bien que 250 000. La preuve, c'est qu'il y a des chances. Le lundi de Pâques, je vous ai parlé de l'après-midi, mais pas du soir. Sur France 3, ce sera La Promesse de l'Aube, le biopic sur Romain Gary, que j'avais vu en salle ici au Rio Borvo, avec Pierre Ninet, qui est sorti il y a 2017, je dirais, 2017-2018. Et c'est un chouette film, mais au prime time, je me dis, c'est assez pointu, c'est de la réessai, donc à voir. Sur Arte, Vacances romaines, un très vieux film. Et alors, le duel des blockbusters entre W9 et TMC, vous en avez l'habitude le lundi soir, eh bien, c'est Le Flic de Beverly Hills sur W9. Okay. J'ai l'impression que je vous l'ai annoncé 1000 fois. C'est pour ça, il est passé pendant les fêtes sur Sister. Il est passé en deuxième partie de soirée quand M6 mettait des films le vendredi soir, je sais pas si vous vous rappelez. Et là, en prime time sur W9, ça commence à faire un peu beaucoup. Et il sera face à Venom. On parlait des méchants de chez Sony. Voilà, donc à voir qui va gagner entre les deux. Je vous dirai ça la semaine prochaine si on enregistre. Qui est honorable, tout le monde crache dessus. Mais moi j'ai pas. Je passais un bon moment. Moi j'ai passé un mauvais moment après la séance puisque je me suis ouvert le crâne dans la cabine de projection du Rio Borvo et que j'ai fini aux urgences. Ah oui. Parce que j'étais seul dans la salle, personne n'était venu le voir. J'étais juste seul avec ma compagne et un ami. Et je leur ai dit, je vais accélérer le générique de fin pour qu'on aille direct à la scène post-générique. Et bam, je me suis ouvert la tête dans les escaliers et j'ai fini aux urgences. On va avoir presque un nouveau Super Tuesday mardi 11 avril, puisque je vous annonce plein de films, à commencer par Canal+, le film RSC, on a l'habitude du mardi soir. Là c'est pas tout à fait RSC puisque ce sera la dégustation avec Bernard Campan. C'est pas mal. Ouais. Sur C8, ce sera Le gendre de ma vie, avec Cadmerade qui est sorti il y a quelques années. TMC nous joue la carte du thriller à l'ancienne avec Le Masque de l'araignée, avec Morgan Freeman. Tout à fait. C'est la lignée de Seven. Ouais, voilà. Alors moins bien, mais oui. Mais ce qui est amusant, c'est que TMC et TFX, chaîne 10 et 11, vont se faire concurrence mardi soir sur du film, et que en général, la primeur va quand même à TMC qui rapporte plus d'argent que TFX puisqu'elle fait plus d'audience. Et bien là, je pense que TFX risque d'être devant, comme ça a été le cas, je vous rappelle, dimanche, puisque TFX avait diffusé, je vais le retrouver tout de suite, Tais-toi, qui avait fait ses 678 000 téléspectateurs. Et bien là, TMC, Le Masque de l'araignée, TFX, Jurassic Park.
Ah oui, il y a moyen que je Jurassic pense Park que passe Jurassic devant, Park ouais. passe devant, il y a moyen. En tout cas, moi, Jurassic Park, c'est un de mes films préférés, donc il y a moyen que je le regarde. Energy 12, ce sera Hellboy 2. Ah, cool. Donc, ouais, c'est du cinéma assez sympa, point de vue blockbuster. C'est quand même cool. Et sur Gulli, Alvin et les Chipmunks. Il faut rappeler qu'on sera en vacances cette Oui, c'est vrai. semaine-là. Mais que on peut quand même être surpris parce que je vous rappelle que dans le fameux Super Tuesday là, que je vous annonçais la semaine dernière, il va y avoir Toy Story 4 qui va être diffusé sur W9. Donc on se dit, voilà, pendant les vacances, ils vont forcément passer un film. Eh bien non, ce sera du football féminin. Ce sera France-Canada. Donc il va manquer, on va dire, une pièce au Super Tuesday de cette semaine, mais parce qu'il y aura du foot féminin sur W9. Et sur Sister, un film que je ne connais pas qui s'appelle Un jour. Une histoire? Non, c'est pas Non, ça. Un jour tout court. Un jour tout court. Mercredi 12 avril, les poupées russes sur Arte. On rappelle Ah, qu'il y a chouette. eu Oui, bah oui, l'auberge espagnole, oui, bien sûr. Et sur Sister, Belle et Sébastien, le remake, mais premier du nom. C'est-à-dire que voilà, d'accord. c'est pas les films Ouais, de l'époque, ok. c'est vraiment les plus récents. Et sur TMC, Canap 79, c'est pas du cinéma, mais c'est une émission qui raconte l'histoire de la télé. Je sais pas si vous aviez vu récemment, il y a eu Canap 89, il y a eu Canap 95 et Canap 2002. J'avais pas fait C'est attention. par Étienne Carbonnier. En fait, c'est vachement chouette. Il repasse des extraits de la télé de l'époque, D'accord. vu par le prisme de notre société. Et du coup, bah, ça nous montre vraiment des trucs hyper choquants. Hein. Ouais. On se rappelle, si vous avez entendu cette polémique sur Pépita en 95 dans Eh bah Pyramide, oui, où il y avait eu, forcément. on avait dit, il y a un singe, tiens, c'est quelqu'un de ta famille, comme c'est une personne noire. Ah, la Ou vache. là, récemment, dans Canap 89, on voit Sacha Distel qui, lors de l'émission de Miss France, présentait les Miss France en 89 et qui, quand une Miss lui dit qu'elle fait des études, la regarde et dit d'un air ironique « Oh là là, on a une intellectuelle ce soir, c'est fou !» Ou pire, qui va voir Miss Tahiti et qui appelle toutes les Miss Madame et les vouvoie, et la Miss Tahiti la tutoie et lui dit « Alors ma grande !» Vraiment dans un peu une posture presque colonialiste, Oh, ça quoi. craint. Et du coup, c'est une émission que je trouve vachement intéressante Ouais. parce que Ah elle ouais, nous ça montre doit des être... bah, choses- tu vois, je savais pas. des et choses qui choquaient pas forcément à l'époque et qui aujourd'hui Ouais, ouais. heureusement nous scandalisent. Et là je me dis en plus ils le font sur 79 donc ça risque d'être Ah ouais, encore encore plus plus. marquant. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment très sympa comme émission, je vous invite à la voir. Donc Ce sera ça, c'est quand? C'est c'est sur... mercredi 12 avril sur mercredi 12 TMC. avril. Ok, Et ça marche. c'est toujours un carton d'audience. Ah bah oui, Il fait toujours des j'imagine. super scores, Étienne Carbonnier, qui est un chroniqueur de chez Quotidien de base. Jeudi soir sur C8, La Fureur de vaincre sur TMC, The Amazing Spider-Man. Donc on continue, on a vu les C'est Spider-Man de vrai. Raimi sur TFX par contre, et là c'est TMC qui va passer l'Amazing Ah Spider-Man. bah oui, forcément. Rappelons qu'on est toujours en vacances et TF1 Série Film qui va nous passer quoi? Eh ben les Trois Mousquetaires. Encore une autre version. Forcément. Et je crois que c'est le 4 ou 5e Trois Mousquetaires Bah oui, oui. que je vous annonce depuis la semaine dernière. Il les passe à toutes les sauces, dans tous les sens. Et c'est vrai que bah, c'est un peu quand même... voilà quoi. C'est la version de Paul W.S. Anderson. Ah, on la en parlait fameuse. l'autre fois, Sur la Énergie... version Non, sur TFX. sur D'accord. TF1 Série Film. TF1 série Sur la film. 20 avec Logan Lerman et Matthew McFadden. Ouais. Et ce sera suivi du téléfilm d'Artagnan et les Trois Mousquetaires avec Vincent Elbaz, sorti en 2005. Et sur Chéri 25, Miss Détective avec Sandra Bullock. Ok. Enfin, vendredi 14, le blockbuster de Canal+, c'est Jumeaux mais pas trop. Ouais, avec ouais. Ahmed Silla Ok. et Alban Ivanov. Pas vu, mais... Sur France 5 qui nous a habitués ce soir-là à faire... Non, jumeaux, mais pas trop, c'est pas avec Yvan Non, pardon, avec Bertrand Huskla, pardon. Je confonds avec... Ouais. ouais, tu vois Ouais, de quel film mais je parle. Trop copain, je sais pas Ouais, quoi. ouais, bref. ouais. Non, je ne pas trop, c'est d'Olivier Ducré avec Ahmed Silla et Bertrand Huskla. Et je disais donc France 5 qui nous a habitués à passer des films de patrimoine le vendredi soir. D'ailleurs, Eh ben oui. notre ami Michel Alduy nous met souvent les audiences qui sont plutôt bonnes. Ouais. Et bien là, c'est un inédit. D'accord. Puisqu'ils vont passer Notre-Dame. C'est avec Valérie Donzelli, qui raconte l'histoire de Maud Crayon, qui est une jeune architecte qui remporte par surprise un concours destiné à choisir un nouveau parvis à Notre-Dame. Alors, Oui, le film était sorti juste après... ouais, juste après l'incendie, et c'était ouais. pas prévu du tout. Ouais, ouais. Je sais que moi, il m'avait pas plu. Voilà, je peux vous le Ouais. dire, franchement, j'avais pas trouvé ça incroyable. C'est cool, en tout cas, de l'inédit sur France 5. C'est rare quand ça arrive. Et ben, M6 qui nous ressort du cinéma, dis donc, le vendredi soir. Ah bah dis donc. Ils ont arrêté les maisons à vendre et ce sera Les Dents, Pipi et au lit, une comédie de 2018 avec Arnaud Ducret. Je sais pas si D'accord. tu t'en souviens, Bon, on non. ne l'avait pas passé en salle, je me rappelle, il n'avait pas fait un grand score au cinéma, mais lors de sa première diffusion sur M6, il avait plutôt bien marché. Ok. Et donc je pense que c'est pour ça qu'ils vont relancer leur case. Ah bah oui. C'est les vacances avec une comédie familiale. Sur Gulli, c'est la comédie avec Pierre Richard, Le coup du parapluie. Moi, je suis très fan de Pierre Richard, mais là aussi, il y aurait des choses à redire sur ce film. Honnêtement, quand je l'ai revu, il y a des séquences, bref, qui passeraient plus du tout aujourd'hui. Et quant à TF1 Série Film, eh bien, ils vont rediffuser Didier d'Alain Chabat, Ok. dans lequel il joue Alain Chabat, devenu un chien. Voilà donc pour le programme. C'est l'inverse. Oui, il joue Bah, un mais chien. oui, mais Alain pardon, Chabat est devenu un chien. Alain Ouais, Chabat ouais. joue, voilà. Ouais. C'est donc au programme.
Voilà donc le programme de ces prochains jours. Et allez, petit teasing pour la semaine prochaine. Vous m'avez entendu râler pour le dimanche de Pâques. Vous n'avez encore rien entendu puisque j'ai déjà, comme les infos avaient un peu traîné, j'ai eu déjà le duel du dimanche soir de la semaine prochaine, le dimanche après Pâques. Et croyez-moi que si vous m'avez entendu râler cette fois-ci, ça va être encore pire la semaine prochaine. À ce point-là, quel teasing. Voilà du teasing. Alors, en l'occurrence pour une des chaînes particulièrement. D'accord. Voilà, vous verrez ça la semaine prochaine avec nous. C'est du teasing, mais vraiment là je me suis dit, c'est les vacances. Ouais. Alors pour Pâques, on n'est pas gâtés, et là c'est les vacances et on n'est pas gâtés non plus. Ah bah d'accord. Je reviens tout de suite sur Notre-Dame avant de quitter cette émission pour te dire que si tu veux encore une référence à l'incendie de Notre-Dame, tu peux regarder Tad l'Explorateur 2 qui est disponible sur MyCanal en ce moment, qui fait une toute petite référence à Notre-Dame, qui vraiment est très très limite, et on voit que c'est des Espagnols qui ont fait le film et qu'ils avaient envie de se moquer un petit peu de la France. Mais je t'invite à regarder ce petit extrait qui moi personnellement m'a fait rire, toi peut-être un peu moins. Cette émission est terminée en tout cas, mais voilà, on vous invite comme d'habitude à commenter, à vous abonner, surtout à liker, à nous rejoindre sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, le Discord. Tous les liens sont forcément dans nos bios sur les réseaux. Et puis vous dire que va sortir quand même une interview. Tout à fait, on peut vous l'annoncer en teasing. Il y aura du coup 2 émissions qui vont sortir. Une normale à l'intérieur. Notre sujet principal sera l'interview qu'on a pu avoir avec Manuel Alduy, qui est le directeur cinéma et séries internationales de France Télévisions, qui a bien voulu répondre à notre micro à quelques questions, et ça nous fait vraiment très très plaisir d'avoir pu l'avoir au micro. Donc cette interview sortira en sujet principal sur l'émission de la semaine prochaine, et sortira également en HS, en hors-série, tout seul. Donc vous aurez du coup un petit doublon entre guillemets si vous avez déjà écouté l'émission en entier, mais si vous voulez juste écouter l'interview, vous pourrez le faire sans écouter forcément l'émission. Et donc je le remercie encore voilà tout de suite au niveau de ce micro. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était hyper intéressant en tout cas de l'avoir, et on espère peut-être avoir d'autres personnalités à vous présenter dans d'autres émissions. C'est toujours un plaisir de toute façon de t'avoir en face de moi aussi, David, pour des émissions plus classiques, mais c'est vrai que ces hors-séries-là, voilà, si on pouvait les répéter, ça serait vraiment très chouette. Merci à tous, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, on a hâte de vous raconter tout ça. À bientôt.